Eh bien bonjour, Bioagri et Biovino en direct de Genève, plein palais. Là on a les secouristes qui arrivent, c'est pas pour nous on vous rassure, en tout cas surtout nous. Et puis j'accueille mon ami Joseph Ziziadis. Salut Franck. Alors on va se rendre au Bleu Nuit pour rencontrer Tamara Hussian, cuisinière magnifique. Dis-moi, tu connais un peu Tamara? Je connais un peu Tamara et son parcours surtout. Elle était à Annecy dans une table très très étoilée, très connue de Petit. De Monsieur Petit. Monsieur Petit, qui a quelques étoiles. D'accord. Ah, ben la voilà. Elle est là. Bonjour Tamara. Bienvenue au Bleu Nuit. Merci. On va te suivre, on va aller en cuisine, merci. Il est vide le restaurant? C'est fermé aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Magnifique. Alors, nous voilà dans ta cuisine. Merci beaucoup de nous accueillir. Tamara, tu vas juste nous dire un petit mot sur toi? Donc, je m'appelle Tamara, je suis chef au Bleu Nuit, donc ici, qui est situé dans le quartier des Bains. Voilà, tout simplement. Et puis, tu te réjouis que ça rouvre, je pense. Oui, que ça rouvre et puis surtout dans des bonnes conditions, que ce soit sécurisant pour tout le monde et surtout qu'on ne referme pas à nouveau. Je comprends. Joseph, Je compatis à ce qu'elle vient de dire. bien. Alors, on est là pour que tu nous fasses une petite recette. Ce sera avec des produits, des légumes qui ont été livrés par la ferme du Moniati, qui se trouve à Jussy, chez qui on aurait dû aller normalement ce matin pour leur grande plantation qu'ils ont fait d'arbres en arboriculture, mais surtout en agroforesterie. Mais malheureusement, les réseaux étaient assez catastrophiques. Donc, on n'a pas pu le faire. Mais par contre, on a pris leurs produits et ils ont des élevages de moutons. Ils font du tofu. Ils ont à peu près 1 hectare de légumes. Donc, on en retrouve quelques-uns ici de saison. Et Tamara va nous préparer quelque chose avec tout ça. Elle va peut-être juste nous présenter ces légumes qu'elle a choisis. Donc, on retrouve les blettes, l'ail des ours qui a été ramassé ce matin, le kohlrabi, les pousses d'épinards et la moutarde pourpre. Le kohlrabi, c'est un légume qui est vraiment de saison maintenant. Comment tu l'appréhendes? C'est quelque chose que tu aimes bien travailler ou tu as l'habitude? Alors, le kohlrabi, j'aime beaucoup le travailler. La première fois que j'ai travaillé, c'était au Clos d'Essence, justement, où on le faisait à la fois cuit, à la fois cru et confit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va le faire cru parce qu'il fait chaud et c'est ce qui s'y prête le mieux. Magnifique. Et puis, on a quelques plantes sauvages. Alors, c'est moi qui les ai amenées aussi, puisque je sais que tu adores cuisiner les plantes sauvages. On n'avait pas d'épices, donc tu as pris quelques fleurs d'ail des ours. J'y ai rajouté de l'ail sauvage. Donc, on voit que l'ail sauvage, Allium vineale, qu'on trouve partout communément, en ville, à la campagne, en bordure de forêt, surtout sur les noyers, les fruitiers. C'est un ail magnifique. Vous voyez, les gousses sont superbes. Il faut quand même descendre à 5-6 cm de profondeur pour les trouver. On a le reste de nos doucettes sauvages, mais qu'on peut encore utiliser au niveau des fleurs, qui restent tendres. Ça, c'était la doucette, la mâche. C'est l'ancêtre des mâches cultivées. On a quelques fleurs de bourrache qui actuellement commencent à fleurir. On a les premières ombelles de sureau, les orties qui sont... le ginseng de nos régions, il y a tout, on pourrait manger que ça, il y aurait tout pour nous nourrir. Et puis, on a quelques brins de bourse à pasteur, pardon. Vous voyez les petits cœurs qui sont ici. Et ces petits cœurs, on les envoie à toutes les mamans aujourd'hui, puisque c'est la fête des mères. D'ailleurs, si vous avez oublié de l'appeler, de lui faire un bec, courez. Alors, on va la laisser cuisiner un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Tu vas partir un petit peu dans quoi? Alors, je pense qu'on va faire sauter les blettes avec le tofu fumé, réutiliser les feuilles, les pousses d'épinards et la moutarde pour faire une sorte de pesto, assaisonner avec le kohlrabi cru, toutes les fleurs, et puis je pense que ce sera sympa. On se réjouit. Donc, on va te laisser commencer de cuisiner, et puis je te poserai des questions pendant que tu attaques, parce qu'il faut qu'on puisse déguster ça avant la fin de l'heure. Merci. Joseph,
tu vas nous parler un petit peu de la Semaine du goût, puisque cette année, c'est Genève qui est la ville du goût. Alors Genève était une ville du goût sans le savoir, mais maintenant elle est ville suisse du goût. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça fait des années que la ville de Genève a une démarche extrêmement appuyée, participative depuis très longtemps avec tous les restaurants, mais aussi toutes les associations. Il y a une politique alimentaire de la ville de Genève qui est assez remarquable. Et jusqu'à maintenant, curieusement, elle n'a jamais été ville du goût. On a déjà eu une quinzaine de villes du goût en Suisse depuis l'an 2000 que la semaine du goût a été... de 2000, oui, 2000, que la semaine du goût a été lancée. Et donc, il était grand temps que Genève soit officiellement ville suisse du goût. Très bien. Et puis, Tamara fait partie de l'Alliance des chefs. Qu'est-ce que c'est l'Alliance des chefs? Alors ça, c'est le projet Slow Food au niveau international. Donc, il y a des centaines de chefs dans le monde entier qui se reconnaissent dans l'Alliance des chefs Slow Food. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des restaurants qui sont des restaurants extrêmement chers, ce n'est pas ça qu'il s'agit. C'est une volonté d'avoir des cuisiniers et des cuisinières qui sont mis en avant et qui décident de cuisiner avec des produits locaux, mais aussi avec des présidis slow food ou des produits qui font partie de l'arche internationale du goût de slow food. Présidis slow food, ce sont 22 produits en Suisse qui ont été protégés de la disparition. Je donne un exemple, c'est par exemple le vacherin fribourgeois au lait cru, qui fait partie de ces 2% de la production du vacherin fribourgeois AOP, mais qui sont faits de manière traditionnelle, à l'ancienne, et qui fait partie des présidis slow food. Magnifique. Et puis, qui est le représentant? Il y a toujours pour la Semaine du goût un cuisinier, je crois, qui est... Pas toujours, ça peut être... on a déjà eu des vignerons, par exemple Marie-Thérèse Chapa a été marraine de la Semaine du goût il y a quelques années, on a eu on a eu des bouchers, et ben cette année c'est Philippe Chevrier qui sera le parrain de la parrain suisse du goût. D'accord. Qui sera d'ailleurs bientôt, dans quelques jours, intronisé chez lui, en espérant que son bistrot soit ouvert. Intronisé, tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que c'est une déclaration où au fond il est désigné parrain suisse du goût pour l'année 2021. Parfait. Juste pour l'année prochaine, déjà, tu peux nous glisser quelle ville ce sera et quel parrain ou marraine? Ni l'un ni l'autre. Ça reste. Le 6 septembre au soir à Genève sera déclarée la nouvelle ville du goût qui sera de toute façon en Suisse alémanique. Parce qu'on se balade une fois en Suisse romande, une fois en Suisse alémanique et en sandwich de temps en temps une ville italophone. Mais c'est magnifique. Romancha? Ça fait partie de la Suisse allemande. D'accord. Moi, j'aimerais bien peut-être avoir... Bon, il y a eu... C'était l'année passée. C'était Heidiland qui était la région, en plus c'était une région en fait entière, qui était la région suisse du goût. Parfait. Tamara, on revient vers toi, on vient regarder ce que tu fais. Dis-nous un peu. Donc là, je fais une brunoise avec les blancs de blettes qu'on va faire sauter très rapidement avec l'ail sauvage que tu as ramassé et qui sera donc une des bases du plat. Ensuite, on va transformer donc le verre de blettes qu'on va blanchir dans de l'eau bouillante, refroidir, mixer. On va ajouter les pousses d'ortie, les pousses d'épinards pour faire une sorte de pesto ou de condiment. Ajouter le kohlrabi cru, le tofu fumé qui sera juste assaisonné. Et voilà. Donc ça, c'est une recette que tu viens en fait de créer en regardant ce qui était arrivé. Exactement. Magnifique, parfait, on se réjouit. Donc Tamara, on t'a amené des légumes, mais qu'est-ce que tu aimes particulièrement travailler? Quels sont tes ingrédients de choix, ce qui te touche le plus en émotion? Les légumes, justement, les herbes, particulièrement les herbes sauvages, et aussi les épices que j'aime beaucoup travailler. Et quelles épices particulièrement? Alors, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup déjà tous les poivres, parce que je trouve que c'est très intéressant aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. J'aime beaucoup travailler le sumac et le za'atar, qui sont des épices plutôt orientales, mais je trouve que ça s'adapte assez à tous les types de cuisine. Le za'atar, rappelle-moi, c'est composé comment? Alors, le za'atar, c'est un mélange de thym sauvage qui s'appelle donc le za'atar, qui est torréfié avec du sésame, un peu de fleur de sel, ou de gros sel. Tout simplement. Et la particularité de ce thym, puisqu'on connaît le thym, on connaît chez nous le serpolet, qui est notre thym sauvage. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le za'atar? Alors, il pousse dans des climats qui sont très secs, donc
celui que j'utilise actuellement, il est ramassé en Palestine. Et ça pousse toujours un peu aux portes des déserts, etc. C'est pas du tout un thym de montagne ou de climat chaud, tempéré. Donc très très puissant, évidemment, où il y a du soleil et du sec. Hein. Exactement. Parfait. Et puis... Le sumac. Ah oui, et le sumac. Parle-nous du sumac. Donc le sumac, c'est une épice que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose de très citronné, sans que ce soit trop acide. Donc c'est une grappe de fruits qu'on fait sécher et qu'on pile. Et c'est quelque chose qu'on trouve également beaucoup au Moyen-Orient. Donc ça prête aussi bien au dessert, en pâtisserie, en boulangerie, en cuisine, en apéritif, en tout. Alors peut-être qu'on aura du sumac suisse bientôt, ou le thym zatar, puisque un peu plus tard dans la journée, on va se retrouver, c'est Morgane, ma fille, qui va interviewer en fait le chef de culture de Niels Rodin, qui est particulièrement un fou du développement des plantes exotiques qui peuvent s'adapter chez nous. Et on a d'ailleurs des projets en cours avec Biovo pour soutenir sa démarche et déposer des projets fédéraux et cantonaux pour l'aider à avancer dans ses recherches. Il y a le jardin botanique de Genève, à mon avis, a déjà du sumac. Alors certainement, l'idée pour nous, c'est toujours donc en bio. Déjà, on n'a pas le droit d'avoir des serres chauffées. Hein. Donc il faut que ça puisse survivre en tunnel aéré, mais non chauffé. Donc là, ça diminue déjà les possibilités. Mais par exemple, Niels a réussi à avoir maintenant en pleine terre, hors serre, donc en pleine terre, des citrons yuzu qui viennent de passer l'hiver, qui était quand même relativement violent et surtout assez lent avec ses dernières gelées. Il n'y a pas eu de problème. Donc il a un petit secret, mais on saura tout ça dans l'émission suivante. Tamara, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu es venue de où? Qu'est-ce qui t'a amené là? Parle-nous un peu de toi. Alors j'ai un parcours qui n'est pas forcément très conventionnel pour un parcours de cuisinier. Alors c'est bien que ce soit pas conventionnel parce que nous on est en bio. Donc, Donc j'ai commencé la cuisine assez tard. J'ai commencé à 19 ans. Ça va, mais c'est relativement tard par rapport au reste de mes collègues. Donc j'ai commencé à 19 ans, suite à un an de fac d'histoire, qui me plaisait, mais sans plus. J'ai été malade pendant mes partiels, donc j'ai pas pu les passer. Et comme en parallèle, je travaillais dans une boucherie et que j'adorais ça, je me suis dit, quitte à avoir loupé les partiels, autant se lancer dans autre chose. Donc j'ai commencé avec un diplôme en alternance qui a duré 1 an. Donc j'étais à Lyon dans un restaurant qui s'appelle l'Escale des Saveurs. Et ensuite, j'ai fait un BTS, qui est un diplôme qui se développe plus au niveau management, gestion, etc. Donc là, j'étais en alternance au Clos d'Essence à Anne-Sylvio. Suite à ça, je suis partie en voyage en Asie du Sud-Est pendant 7 mois presque. Ensuite, je suis revenue. J'étais un petit peu dans un restaurant qui s'appelle l'Angélique à la Murat. Ensuite, j'étais dans un bar à vin à Annecy où j'ai été chef pendant 2 ans. Ensuite, je suis partie en Arménie. Donc l'Arménie qui est ton pays d'origine. Alors, c'est le pays d'origine de mon côté paternel, mais ça remonte à loin parce que ça remonte au génocide. D'accord, ils sont partis à ce moment-là. Exactement. On ne va pas parler de ce moment-là. Et puis, donc, suite à mon retour en France, je suis arrivée à Genève. Et puis, donc là, ça fait 2 ans maintenant. Et puis voilà. Heureuse? Très heureuse. Magnifique, merci pour ton parcours. On va discuter un petit peu, Joseph, encore de la semaine du goût. Tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on va trouver sur Genève, puisqu'on est à Genève, chez Tamara. C'était le but, c'était de présenter cette ville du goût. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis tu peux parler aussi au niveau suisse de cette semaine du goût cette année. Alors, je ne peux pas te dire exactement tous les événements qui auront lieu à Genève parce que normalement, on fait acte de candidature et la ville du goût est en train de réunir tous les événements qui auront lieu. Et c'est seulement à la fin du mois de mai que le comité qualité de la semaine du goût genevoise va se réunir et va homologuer. Parce qu'on ne peut pas faire la semaine du goût simplement parce qu'on dit « Ah ben voilà, je veux faire la semaine du goût ». Il faut aussi répondre à un certain nombre de critères et il y a une charte. Et quand on répond à cette charte, on peut ensuite se déclarer être de la semaine du goût et participer au programme. L'année passée, il y avait donc 3000 événements dans toute la Suisse, dans tous les cantons. Et donc, on peut dire que c'est le plus grand événement gourmand et il a eu lieu
Il a eu lieu malgré le Covid. Certains nous disaient, mais vous êtes sûr qu'il aura lieu? Oui, il aura lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est dans un format Covid. On est dans des rencontres personnelles, humaines, de taille humaine, qui fait qu'au fond, on n'a pas besoin d'avoir des grands rassemblements. Bien sûr, il y a des grandes fêtes. Je pense notamment à la fête du Goût à Sion, qui est une fête qui rassemble 15 000 personnes. J'ai entendu qu'elle risque d'avoir lieu, qu'elle pourrait avoir lieu. C'est sur 3 jours, avec les écoles, avec les restaurants, avec des événements de cuisine qui ont lieu un peu partout. J'espère qu'ils auront lieu. Idem, par exemple, pour la capitale de la raclette, au Chables. Ça fait maintenant presque 18 ans qu'ils font le mondial de la raclette au Chables. Elle n'a pas eu lieu l'année passée. Peut-être que cette année, ça aura lieu. Donc, on voit bien que les grands événements ont eu de la peine l'année passée. Mais dans l'ensemble, il y a quand même 400 000 personnes qui ont participé à la Semaine du Goût. Ok, super. Alors, pour répondre à la question concernant le Genève, donc, on sait que l'ensemble de la ville, mais aussi l'ensemble du canton sera achalandé Semaine du Goût et les événements vont apparaître petit à petit. Dès le début du mois de juin, on saura plus ou moins qu'est-ce qu'il y aura à Genève. Vous dévoilez ça en fait au lancement du livre, du magazine ou bien? Le magazine avec le programme sort autour du 15 août. Ouais. Il est un peu partout puisqu'il y a 120 000 exemplaires en 3 langues et ça permet aussi de le voir dans des endroits un peu insolites. Par exemple, tous les wagons-restaurants dans les trains ont le magazine de la Semaine du Goût. On peut le retrouver chez tous les organisateurs d'événements. Toutes les grandes associations, tous les grands partenaires comme BioSuisse, évidemment, l'envoient à leurs membres. Voilà, c'est un magazine qui sera beaucoup centré, ça je peux le dévoiler, sur les huiles suisses, puisque cette année, le thème qui a été choisi par Fourchette Verte dans toutes les écoles, ce sont les huiles suisses. Alors on va avoir à la fois des concours pour les jeunes, pour les enfants, autour de quelles sont les huiles qu'on trouve en Suisse, quelles sont les plantes qui donnent des huiles, le colza par exemple, le tournesol, la noix bien sûr, il y a la noix qui est AOP aussi. Bref, c'est tout le numéro sera une bonne moitié autour de la connaissance des huiles suisses. Super, on se réjouit parce que l'huile, c'est la base un petit peu de tout. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un peu d'huile dans cette recette? Alors, un tout petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. À quel moment? À quel moment? Donc, c'est pour la cuisson de la brunoise de blette. D'accord, merci. Un peu d'huile d'olive, tu te rends compte? Et je ne sais pas si tu sais qu'il y a déjà de l'huile d'olive en Suisse. Alors écoute, j'ai personnellement planté 80 oliviers l'année passée. Ils ont tous passé l'hiver. J'ai mis 8 variétés pour tester celles qui supportent mieux notre climat. Je suis très content puisque toutes les variétés ont résisté. Donc là, ça commence à pousser. Il y a des belles feuilles qui viennent. Je me réjouis. Et puis, ça va faire quand même pas mal déjà. On va pouvoir commencer de faire une première huile d'olive à Banvillars, je pense, d'ici quelques années. Alors au Tessin, il y a 2000 litres d'huile d'olive qui sort depuis plusieurs années. C'est un groupe d'amis qui se sont mis ensemble, une sorte de coopérative. Et ils ont un chemin de l'huile d'olive suisse qui est évidemment tout au sud de Lugano. Qui est une curiosité que l'on peut visiter. On retrouve ça sur Internet, chemin de l'huile. Bien sûr, le chemin de l'huile d'olive, je crois que c'est tout près de Mélide, et on le retrouvera aussi dans le magazine de la Semaine du Goût, l'adresse. Parfait. Il y a de l'ambiance sur Genève, il y a des klaxons, il y a des ambulances, voilà, il y a des gens qui sont aussi au boulot. On les félicite d'ailleurs, parce que Covid ou pas Covid, ils sont toujours là. Alors, Tamara, tu es en train de couper l'ail sauvage. Donc, que tu as cueilli ce matin. Donc, je vais utiliser tout ce qui est vert ciselé finement pour assaisonner la salade. Et le cœur de l'ail, donc toute la partie blanche, on va la cuire à l'huile d'olive, justement. Magnifique, merci. Ok, alors, moi je propose qu'on ouvre une bouteille de vin. Pas trop tôt. Ah, parce qu'on est sur Genève. Et puis, j'ai mon ami... Et il y a du vin, Genève, hein? Ben oui. Le Château l'Évêque qui nous a... Donc Château l'Évêque qui est aussi à Jussy, comme donc le Moniati, la ferme du Moniati. Je me suis dit c'était sympa de prendre un vin qui viendrait du même endroit, qui est en Bio-Bourgeon et Déméter depuis 2013. Donc là, on est sur le Pinot Noir. On va sortir en fait... la première bouteille. Je crois d'ailleurs que Tamara va en prendre un petit peu pour la cuisine. Oui, donc je vais m'en servir pour déclasser les blettes.
pour déglacer les blettes. Mais quelle bonne idée. Alors, je te laisse. Côte de bête ou côte de bled? Les deux. Voilà. Joseph. Mais évidemment. Évidemment. Donc, on est sur un Sauvignon gris 2020. Sauvignon gris qui est toujours un cépage très particulier parce que quand on le croise dans les vignes, on croit qu'il est bourré d'odium. Il a un côté, il est un peu violacé, gris, bizarre. En fait, Ça tombe bien. bravo. Bon, hein. On va y arriver. Tu vas tout doucement. Et puis, donc, ce Sauvignon gris, Château-l'Évêque, ils travaillent d'une manière très particulière. Ils ont, en fait, t'es pas sympa de montrer le. Alors, moi, je vais juste. Hop là. Je vais faire ça comme ça. Et voilà, on l'a récupéré. Donc, ils ont environ 70 hectares en fait, de culture sur lequel il y a 7 hectares de vignes. Le reste, ils font des cultures céréalières, oléagineux, etc. Mais ils font quand même 7 hectares de vignes. Et puis, tous leurs vins sont produits, sont faits un peu à la façon des vins nature. Ils mettent à la fin 10 mg de sulfite juste pour la mise. Mais on peut dire que c'est, disons, selon la norme française des vins nature, il serait accepté comme vin nature. Mais selon la norme de l'association suisse Vin Nature, malheureusement, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Donc, ils ne peuvent pas être considérés comme vin nature en Suisse. Mais voilà. Donc, mais c'est quand même des gens qui sont à la porte de pouvoir en faire, puisque je pense que sur la plupart des vins, comme celui-là qui est à 14,5, si je ne me trompe pas, 15 degrés d'alcool. Pour moi, il n'y a évidemment pas besoin de mettre de sulfite, l'alcool étant largement suffisant pour la conservation. Voilà. Je te propose de me dire, de trinquer avec Tamara. Avec Tamara. Évidemment. Merci. Bah, Santé. santé et merci Santé. d'être là. Hein. Santé. Santé. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que tu penses, Tamara, de ce vin? On est... Alors, je ne l'ai pas encore. Ah ben oui, c'est qu'elle est une grande sommelière. Non, non, non. Ah, maîtrise de vin. Ça sent bon, c'est très fruité, un peu exotique. Ça ira bien avec les blettes. Ça ira bien pour déglacer les blettes, et parce que c'est excellent à boire. Effectivement. Et puis les 15 degrés d'alcool vont faire une excellente... ça va bien stopper, comme on dit. Ah, j'ai cru que tu allais trinquer avec le micro. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup ce côté aromatique. Je ne suis pas un grand fan du Sauvignon gris, mais là, j'avoue que c'est très très plaisant. Ouais. Puis on ne le sent pas tellement, le degré d'alcool qui est à 15. Ça va très charpenté, mais non, c'est aérien, c'est bien. Ouais. Magnifique. Alors, il va nous rester 3 minutes avant la petite pause publicité. Donc, je viens surveiller ce que fait Tamara. Donc là, je refroidis tout simplement les verres de blettes pour fixer la chlorophylle et que le pesto soit donc très vert. Parfait. Donc ça, on le fait systématiquement. Il y en a qui mettent des glaçons. Alors oui, mais Covid oblige, le restaurant est fermé, donc pas de machine à glaçons en route. Donc on se contente d'eau froide. Autrement, tu aurais mis des glaçons alors. Autrement, j'aurais mis des glaçons. D'accord. Là, tu contrôles la température de l'eau. Non, en fait... Non, non plus. Non, c'est simplement que j'ai appris que le poids de l'eau a un impact sur les légumes et sur, par exemple, quand on rince du riz, etc. Et donc, on m'a appris à toujours protéger le légume ou le céréale en faisant rebondir l'eau sur sa main et que du coup, ça vient couler plus doucement. C'est magnifique. Donc, Voilà. c'est excellent. Protégeons nos aliments. Exactement, pour garder tout. Et d'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui de dire sur les aliments, sur le manger pour les jeunes? Alors, je pense que c'est primordial. Bon, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est quelque chose de très important, autant au niveau écologique qu'au niveau de la santé, à la fois de ceux qui travaillent les légumes que ceux qui les mangent.
Et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur des années à venir. Je te remercie, ça c'est vrai, c'est un enjeu majeur. Un petit mot là-dessus? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'une extrême importance qu'à l'école, il y ait enfin une éducation au goût, avec des jardins potagers. C'est une demande qu'on fait depuis tellement d'années et je ne comprends toujours pas pourquoi dans toute la Suisse, il n'y ait pas une volonté d'homogénéiser les cours de goût à l'école qui serait d'une importance capitale. En plus, faire intervenir l'agriculture au sein de l'école, ça serait fondamental aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. C'est des projets qui sont en cours mais qui ont de la peine politiquement à passer. Là, on invite les politiques à y aller, à nous suivre, à participer, à aider ces associations. D'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu après d'une association avec laquelle tu collabores. Tu leur donnes un petit coup de pouce pendant cette période de Covid. Et ça, tu vas nous en parler. Tamara, qui nous a mixé, en fait... Donc, j'ai mixé les blettes, enfin les verres de blettes et les épinards. Et là, on passe au chinois pour enlever la fibre et que ça reste quelque chose de très liquide et de très doux à manger. Donc ça, c'est un travail assez délicat et long, en fait. Hein. Alors, c'est délicat, surtout parce que ça tache les vestes. Donc, on essaye de faire ça doucement pour ne pas être couverte de chlorophylle. Parfait. Alors, on peut revenir sur ce côté essentiel de la cuisine pour la jeunesse et pour le futur. Quel projet, qu'est-ce qu'il faudrait faire au plus, ou y a-t-il des projets existants dont tu aimerais parler sur le sujet? Alors oui, parce qu'il y a 2 ans, Slow Food Suisse, dans son congrès qui a lieu tous les 2 ans, a décidé de lancer une initiative populaire fédérale. Ouais. Le texte est prêt. En fait, il est calqué sur jeunesse et sport et jeunesse et musique. Et puis on s'est dit, on va mettre jeunesse et alimentation. Ce qui se fait aujourd'hui au niveau du sport et de la musique, qui a passé dans la Constitution, on devrait pouvoir le mettre dans la Constitution au niveau de l'alimentation. Malheureusement, il y a de telles diversités au niveau cantonal, même si tout est dans les programmes de formation, les programmes des différents, du côté alémanique et du côté roman, c'est marqué qu'il y a une éducation à l'alimentation. Mais de fait, aujourd'hui, quand on va à l'école dès le début, on n'est pas sûr d'avoir des cours au niveau du goût, on n'est pas sûr d'avoir un jardin potager dans son cadre scolaire. Et donc tous ces éléments-là devraient nous pousser à avoir une sorte d'homogénéisation, d'être sûr que dans l'ensemble de la Suisse, il y ait vraiment des cours de goût qui soient mis en place. Alors, bonne nouvelle. Je m'excuse, mais tu me dis c'est inscrit dans la Constitution, donc... C'est pas inscrit actuellement dans la Constitution. Nous, on souhaite mettre un nouvel article calqué sur jeunesse et sport et jeunesse et musique. Parce que ces 2 articles constitutionnels existent. Il y a une volonté d'avoir de la musique et du sport dans le cadre scolaire, mais pas de l'alimentation. Pourtant, on mange 3 fois par jour, ou plus ou moins. Et puis, dès le plus jeune âge, on devrait pouvoir s'occuper de ce qui fera l'avenir de la planète. Parce qu'on sait bien qu'en termes de réchauffement climatique, 30% de ce qu'on devrait faire au niveau de l'urgence climatique, c'est au niveau de l'alimentation. Et ça, on ne le fait pas. Et si on ne commence pas dès le plus jeune âge, eh bien, ça donne ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point aujourd'hui les jeunes se sentent moins concernés pour tout le débat alimentaire qui aura lieu dans quelques jours au niveau fédéral que les plus anciens. C'est très intéressant de voir cette séparation entre les jeunes et les plus anciens. Donc, ça veut dire qu'on parle constitution, donc on parle politique. Toi, tu les connais bien quand même. Tu as été au Conseil national. Donc, ça reste des amis. Il y en a encore pas mal qui y sont. Tu as réussi à leur en parler. Il y a un projet qui peut être déposé. Vous en êtes tout au niveau politique? Alors, il a été déposé il y a maintenant 2 ans. Mais 2 ans, c'est long, ils en sont où? Oui, mais attention, parce qu'on a choisi la voie parlementaire pour l'instant avant de recueillir les 100 000 signatures. On s'est dit d'abord faisons l'essai. Il y a quand même 25 parlementaires qui sont membres de Slow Food. Et parmi ces 25, il y a Laurent Verly, le syndic de Montreux, qui a déposé le texte. Il a été co-signé par près de 65 parlementaires. Au Conseil national, il a passé à 120 voix contre 66, donc à 2 tiers. Et maintenant, il est au Conseil des États.
Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on sent qu'au niveau du Conseil des États, qui a une volonté de défendre les prérogatives cantonales, ils voudront s'opposer à un article qui, au fond, donne une compétence fédérale sur la question. En disant, laissez les cantons faire ce qu'ils veulent, ils sont bien capables de le faire, pas besoin d'intervenir là-dessus. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Si on parle d'urgence climatique, c'est justement la nécessité d'intervenir sur ces questions d'alimentaire qui sont fondamentales pour le futur. Donc, appel à tous les politiques, maintenant, faut y aller. C'est d'ailleurs le slogan de BioAgri, faut y aller. Il y a une urgence. Tamara, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je suis entièrement d'accord. De toute façon, plus tôt on agit, mieux c'est. Donc, allons-y. Et toi, tu es la jeunesse. On voit aussi... On parle je suis parti dans la cuisine parce que ça, je devais faire autre chose. J'ai découvert ça, ça m'a passionné au travers de la boucherie, etc. Mais qu'est-ce que ça t'apporte au niveau émotion, sentiment parle-nous un peu de ces sentiments que tu as au travers de la cuisine, ce que ça a changé en toi. Je vais dire tout. C'est un moyen pour moi d'expression, un moyen de transmission, un moyen de partage. Ouais, vraiment, c'est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge, l'origine, tout. C'est vraiment un moyen de se réunir, à la fois en cuisinant ensemble ou en partageant un repas. C'est un moyen de faire plaisir aux gens en leur cuisinant des choses qu'ils aiment, mais aussi en travaillant directement avec les producteurs, de faire un vrai lien. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment qui est global, qui est hyper important, mais surtout qui est primordial, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est vraiment un moyen de réunir tout le monde. Et donc, maintenant, on va parler de cette association, justement, qui est complètement dans ce thème-là, pour lesquels tu as donné un petit coup de main, où tu vas nous en parler, de cette fondation. Oui. Donc, la Mater Fondation, ça a été créé par Walter, qui est un très bon cuisinier, un très bon chef, et qui a toujours vraiment œuvré pour le bien manger pour tous, et en fait qui a eu l'ambition, et qui s'est donné les moyens de le faire, de nourrir tout le monde, mais avec des bonnes choses, et pas seulement des repas préparés qui sont ni bons nutritivement, ni bons gustativement. Donc ça a mobilisé énormément de cuisiniers. Alors moi je suis un tout petit point dans la masse de cuisiniers qui a aidé, c'est énormément de bénévoles, donc des chefs professionnels, mais aussi des bénévoles amateurs. Et c'est vraiment un super projet qui réunit à la fois, encore une fois, toutes les cultures, les professionnels ou pas, et puis surtout qui permet de nourrir beaucoup de monde. Là, je crois qu'il y a déjà eu 28 000 repas distribués, donc c'est énorme. Donc ça, c'est sur Genève. Est-ce que ça a fait des petits depuis, puisque ça a commencé déjà depuis quelques temps? Non. Ça fait un an tout juste. Donc là, il y a le restaurant qui va être créé d'ici quelques mois, à la fin de l'année, et qui permettra donc justement de continuer avec une structure qui sera permanente. Donc c'est vraiment un sacré projet, un sacré challenge et pour l'instant une belle réussite. Donc toi, ça t'a permis aussi de rencontrer les collègues. Des fois, on n'a jamais le temps quand c'est ouvert et tout. On dira que c'est le côté positif du Covid, c'est qu'on a pu se rencontrer. Qu'est-ce que ça a apporté peut-être ces rencontres? Alors ça apporte plein de choses. Déjà, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet aussi de beaucoup se remettre en question parce qu'on cuisine dans une cuisine qui n'est pas la nôtre, avec pas forcément le matériel dont on a besoin, pas forcément les produits qu'on utilise d'habitude. Donc c'est un peu une remise en question globale. Et puis c'est aussi hyper important de se dire ce que je fais, ça va être consommé demain, ça ne va pas forcément être réchauffé, ça ne va pas forcément être mangé dans des conditions idéales d'un restaurant. Donc comment j'adapte ma cuisine et ce que j'aime faire à toutes ces conditions. Et en fait, c'est vachement important parce que dans notre cuisine, on a un peu notre petit confort, notre petite routine. Puis là, ça permet de réfléchir, de se poser et puis d'imaginer les choses autrement. Donc c'est important. Magnifique, très beau geste. On a aujourd'hui une responsabilité des cuisiniers et des cuisinières qui est complètement différente d'il y a peut-être 50 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, comme il y a une perte de mémoire de la cuisine en général. Bon, je ne parle pas des émissions Top Chef, etc., qui mettent en avant la cuisine, mais on sait bien que l'impact n'est pas aussi fulgurant qu'on l'imagine. On parle beaucoup de cuisine, mais finalement, on regarde et puis on se dit, tiens, voilà. Mais aujourd'hui, le rôle des cuisiniers et des cuisinières, et dans le futur, sera essentiel, parce qu'ils ont la mémoire de recettes, et comme aujourd'hui, on voit bien que nos parents n'ont même pas la connaissance de ce que les grands-parents avaient. Donc cet effet de transmission sera fondamental. Et donc,
petit à petit, on voit que le cuisinier a un rôle social à jouer. Il aura un rôle social par la connaissance des produits, par la connaissance des producteurs, par le fait d'être des cuisiniers du territoire, comme l'est Tamara. Ça permet justement de réunifier un monde très différent. Il y a des producteurs, il y a des mangeurs comme nous qui voulons bien manger, et puis il y a des cuisiniers qui ont des connaissances à transmettre, et puis ils ont la mémoire des recettes. Donc, merci pour ces informations sur Mater Fondazione, hein, qui s'adresse à qui exactement? Donc aux gens qui sont sans abri principalement. Et puis je pense qu'ensuite ça va un peu se diversifier. Mais il y a déjà beaucoup de gens à nourrir. Donc là c'est un peu, on attend qu'il y ait plus de dons, aussi des bénévoles qui s'engagent. C'est vraiment un appel à tous ceux qui ont envie de participer, professionnels ou pas. C'est vraiment ouvert à tous. Ils retrouvent Mater Fondazione sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Ok, super. Alors t'en es où là? Donc là, j'ajoute un peu donc, de za'atar dans le tofu fumé. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive également. Et puis, on va passer à l'assaisonnement du tout et puis au dressage. Donc là, on a le kohlrabi qui est servi cru avec donc, les orties, bourse à pasteur, fleur d'ail des ours et puis l'ail qui est ciselé tout simplement. tu as mis l'ortie comme ça, hein? J'ai mis l'ortie comme ça. Donc elle ne va pas piquer parce qu'il y a l'huile. Exactement, l'huile et puis la sauce ponzu, donc qui est un condiment japonais qui va venir en fait cuire et donc enlever ce côté piquant qui peut être désagréable. C'est quoi comme sauce japonaise? Ponzu. Ponzu blanc, donc c'est une sauce soja blanche avec des agrumes. Pour moi qui ne suis pas un fan de kohlrabi, je me réjouis de goûter ça. Ça a toujours été mon légume où j'ai de la peine. Non pas au niveau du goût, mais je n'ai jamais trouvé qu'il était extrêmement intéressant. Je le fais de temps en temps avec comme des rebibes. Bon, au lieu de prendre du gruyère, de vieux gruyère, je fais des rebibes mais avec un peu de citron. Mais je ne suis pas encore un grand fan de ce légume, je me réjouis. Beaucoup de gens, quand ils les voient, sont un peu, bon. Et c'est vrai que ce côté chou, mais assez neutre, mais en fait, si on sait l'apprêter, il peut être magnifique, hein. Hier, Philippe avait des kohlrabi. Il a fait des petites boules, donc avec la parisienne, hein. Il a fait des petites boules qu'il a sautées à l'huile aussi et qu'il a déposées sur le plat. Ça donne un croquant, c'est super intéressant et c'était magnifiquement joli avec ce bout rouge, violet, je veux dire, et puis le reste en chair blanche. Ça faisait des boules assez dingues. Pour la forme du kohlrabi sous forme de spoutnik, alors ça, c'est clair, ça marche chez les enfants. Ils trouvent toujours qu'est-ce que c'est que ce légume, on n'a jamais vu ça. Et c'est vrai qu'il n'est pas très connu auprès des enfants. Le spoutnik, voilà. Donc, spoutnik des légumes. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'était un spoutnik. Même si c'était l'anniversaire de Gagarine il n'y a pas très longtemps. Alors là, ça se prépare et c'est magnifiquement joli tout ça, dis donc. Là, on est vraiment dans la cuisine de printemps. Les légumes verts, les pousses sauvages. Et c'est un peu le renouveau de la nature après l'hiver. Donc on est en plein dans le thème. Hop, on ajoute le tofu fumé. Alors l'avantage du tofu fumé, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il a déjà un goût qui est très puissant. Donc juste assaisonner comme ça, je trouve que c'est très bon et que ça suffit. Ça se suffit à lui-même quand il est bon, évidemment. Quand il est bon, évidemment, c'est-à-dire. C'est-à-dire que le tofu, c'est comme tout. Il y a des très bons tofu et puis il y a du moins bon. Et c'est ou très bon ou vraiment pas bon. Tu diras que c'est aussi au niveau de la texture ou des choses comme ça ou bien Alors, vous vraiment, c'est... Au niveau... Toi, ça vient de quoi, c'est bon et c'est mauvais tofu? Ça vient de plusieurs choses. Évidemment, de la qualité du produit de base, donc du soja, qui selon la façon dont il est cultivé est plus ou moins bon. Et puis évidemment, la façon de transformer et de conditionner. Et tu connais des producteurs, tu les connais, le Moniati d'ailleurs? Est-ce que tu as déjà travaillé leur tofu? Alors, pas encore. Pour être honnête, je ne suis pas une grande amatrice de tofu, mais probablement que je vais le devenir.
Alors, tu es une grande amatrice, tu nous as parlé des épices, des légumes, mais les gens qui vont venir au Bleu Nuit, quand ça va réouvrir, donc très bientôt, qu'est-ce qu'ils vont... Donne-nous un petit peu le nom des plats que tu proposes sur ta carte. Alors ça, je peux pas vraiment vous dire, parce que comme je travaille directement avec les producteurs, j'adapte la carte vraiment en fonction de ce que j'ai sur l'instant. Donc, Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a eu comme plat ben, le printemps passé, si tu as pu, quand tu as ouvert. alors le printemps passé, j'ai un plat qui est assez récurrent, que je fais à partir d'escargots. Donc c'est un ami à moi qui les cultive, que je fais avec de l'os à moelle, toutes les herbes de printemps et le pain au levain que je fabrique, moi. Donc avec la farine du domaine de l'abbaye. Il y a également un plat autour du navet, donc à la fois les navets de l'hiver, donc anciens, et les navets nouveaux du printemps, tout petits avec les feuilles, que je cuisine avec une pâte de satay que je fais moi et puis un bouillon. Pâte de satay. Pâte de satay, donc crevettes, piment, ail, cacahuètes, noix de cajou, sésame. Après, chacun a un peu sa recette au feeling. Donc ça, c'est un peu des plats phares, on va dire, qui sont récurrents. Et puis après, là, je vais à nouveau travailler la ferra de mon ami Alexandre, qui est pêcheur sur le lac Léman. Donc ça, on va retrouver à la carte de façon certaine dès qu'on ouvre. Et comment tu nous prépares cette ferra en général? De saison, ça évolue, j'imagine, mais un exemple. Alors au printemps, j'aime bien la faire crue avec de la rhubarbe et de l'ail des ours. Je trouve que ça se marie très bien. Sinon, je la cuis souvent sous la salamande, en fait, très peu de temps, juste pour pouvoir enlever la peau. Et c'est un poisson que moi, j'aime bien le moins cuit possible. Donc, sa fraîcheur. Et tu l'accompagnes de? Souvent de rien. Souvent de rien. Alors, je trouve que les poissons qui sont hyper fins et délicats comme la ferra, quand on met des choses trop puissantes, ça occulte complètement le goût. Donc pour moi, c'est vraiment des poissons qui sont idéaux à manger tels quels, voire même à tartiner sur du beurre avec du pain, tout simplement. La simplicité. Un bon produit, il n'y a pas besoin de rajouter trop de choses, comme on dit. Alors, merci, magnifique. Donc, on peut approcher cette magnifique assiette. Bon. Tu nous la recommandes un petit coup? Comment tu la mènerais sur la table? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais donc? Donc, salade de kohlrabi aux herbes sauvages, tofu fumé et puis blettes en condiment et en brunoise juste sautée et assaisonnée. Merci beaucoup. On va déguster ça avec un verre de rouge. Donc, on va présenter le pinot noir de Château-l'Évêque, du domaine Château-l'Évêque. Je te laisse l'ouvrir. C'est aussi Bio Suisse des Métal. C'est de la même maison, donc magnifique. Un pinot noir qui était fait de la même manière, toujours. Il y a presque pas de sulfite, juste à la mise 10 mg, rien du tout. Et puis, il le laisse en grain rond. Donc, ils travaillent les récoltes tout à la main, ils égrappent à la main. C'est des produits qui sont faits vraiment avec un grand amour. Ils sont conservés, en général, ils font 11 mois dans des cuves béton. Certains sont faits aussi dans du bois, donc ils font un petit peu diverses techniques de vinification qui sont toujours adaptées au cépage. Alors, tu vas nous en dire un petit peu quelque chose, et puis on va avoir aussi l'avis de Tamara. Ah, il est tout jeune, 2020, d'accord. Alors, en 2020, Tamara, on va te verser ça. Félicitations pour cette recette maîtrisée. Alors, on peut dire que tu as fait ça en 30 minutes. Donc, à peu près, hein, si on enlève la pause, voilà, où on n'a rien fait. Donc, 30 minutes. Oh, j'ai pas le temps de me faire à manger. Moi, je suis là, j'ai 1 heure. Mais en fait, on peut très bien se faire à manger un plat de qualité qui revient. On dit toujours, le bio, c'est cher. Mais quand on fait soi-même, c'est 5 fois moins cher que si on a acheté un plat préparé. Donc, en fait, le bio, c'est pas cher. C'est juste vous qui coûtez cher parce qu'en fait, vous prenez pas le temps de vivre et d'apprécier, en fait. Parce que quand on cuisine, si on est deux en plus, on discute, on boit l'apéro, on boit un verre, après on mange, on se quitte, et puis il est 13 heures, on est au boulot. C'est Noël. C'est pas mal. Alors, santé. Frais. Très frais. Joli.
une odeur particulière quand même, intéressant. C'est bien rond, c'est puissant. Il y a quand même de la matière. Hein. Il y a de la matière. Ouais. C'est assez impressionnant. Je ne connaissais pas ce vigneron. Découverte. Bonne découverte. Ils sont très timides. Ils n'ont pas osé venir, je te dis. Donc ils étaient invités, mais et donc ils sont chauds. C'est vraiment des gens. Moi, j'ai côtoie depuis très longtemps sur les marchés, puisque je vends aussi mes produits sur les marchés. Ils sont à Seine-Légier, au marché de Vevey, le marché biodynamique, une fois par année, l'automne, sur le pavillon là, à Vevey, au-dessus du marché. Et puis vraiment, ils ont toujours été présents. Ils ont fait un travail extraordinaire, parce qu'en même temps, tu as un gros domaine agricole à côté. Passer tout en bio, chapeau, quoi. C'est vraiment des gens magnifiques. Et puis, je vous invite à aller leur rendre visite. D'ailleurs, on peut aller les visiter. Château-l'Évêque, vous pouvez trouver ça. Donc, c'est à Jussy. Appelez-les, ils sont sur le web. Vous trouvez leur site. Et il y a plein d'indications. Ils vous accueillent quasiment tout le temps sur coup de fil. Autrement, ils ont des portes ouvertes, je crois, tous les samedis. Voilà. Si je voulais te poser une question, le choix des vins, comment ça se fait ici au restaurant? Alors c'est assez collaboratif, donc c'est à la fois avec mes collègues de salle et puis à la fois avec tous nos fournisseurs de vin et aussi avec des vignerons qu'on aime bien, qu'on connaît chacun d'avant, qui sont pour pas mal quand même devenus des amis. Donc la carte des vins, elle est vraiment collaborative et on essaye d'avoir un peu tous les goûts, même si évidemment on est quand même plutôt orienté vin bio et nature. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble et qu'on a à cœur de partager. Et ça change souvent ou... Disons qu'on l'agrandit parce qu'on rajoute toujours des choses qu'on aime. Donc elle bouge souvent. On n'enlève pas forcément des références, mais plutôt on en ajoute. Pour vous, la cave, parce qu'on dit toujours quand même les vins, c'est relativement cher pour un restaurateur de stocker. C'est une problématique pour vous ou pas? Vous arrivez, si vous travaillez local, c'est facile d'aller rechercher à mesure ou comme ça? Alors déjà, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui sont hyper cool et qui s'adaptent vraiment au plus possible des commandes. Donc on n'a pas besoin de stocker énormément. Pour ça, vraiment, ils jouent le jeu. Ensuite, quand même, il y a un coût, ça représente un coût financier. Mais pour nous, c'est important. Donc on fait cet effort-là aussi dans le but justement d'avoir une belle carte et puis que les clients soient contents de trouver des belles références chez nous. Et puis le rapport vin suisse, vin étranger, c'est moitié-moitié? On réfléchit plutôt au coup de cœur qu'en termes de pourcentage. Mais c'est quand même assez équilibré, je pense. En fait, ça fait que 2 ans que tu es en Suisse. Avant, tu étais sur la France. Puis, comme tu es lyonnaise au départ, puis que tu as fait tes apprentissages sur la France, c'est clair que tu as tes références beaucoup là-bas. Comment ça se passe maintenant, la découverte des vins suisses? Est-ce que tu as été étonnée, heureuse de voir que, mais dis donc, comment ça se fait qu'on ne connaît pas ça ou alors, bof? Alors, au Clos d'Essence, j'ai eu la chance d'avoir comme sommelier, comme ami, quelqu'un qui était très porté sur les vins aussi étrangers. Donc, j'avais déjà quand même des connaissances sur les vins suisses. Mais après, on n'avait pas d'a priori particulièrement négatif sur la Suisse. Donc, je suis toute heureuse de découvrir des belles choses. Mais je n'étais pas dubitative là-dessus. Quand on voit le Valais, avec rien que le Valais, avec le nombre de cépages différents qu'il peut y avoir, toute la Suisse, on rajoute, ça fait des cépages hallucinants. Ça fait déjà rien qu'une palette au niveau des cépages. Après, la manière de les travailler, on a un pays qui est vraiment étonnant au niveau des productions. En Suisse allemande, il y a des choses magnifiques. À Zurich, il y en a au Grison. C'est vraiment superbe, le Grison qu'on appelle la Bourgogne de la Suisse. Voilà, donc un petit mot encore sur les vins de Suisse. Et puis, peut-être juste derrière, nous dire ce que tu espères maintenant pour toi, pour le futur, et pour le futur aussi de nos enfants, pour la planète. Bon, pour les vins suisses, c'est comme partout. Il y a des très bons, il y a des moins bons, mais il y a quand même beaucoup de très bons. Et pour notre futur et celui de nos enfants, qu'on continue dans cette mouvance-là, mais qu'on accélère un peu le mouvement et qu'on diversifie encore plus, qu'on soit dans l'écologie, dans l'agriculture biologique, biodynamique également. Et ouais, qu'on continue vraiment sur cette lancée et qu'on implique tout le monde surtout. Bon, on va déguster maintenant. C'est le moment de déguster, non? Alors, dégustons.
Je sais pas, moi je commence à avoir Alors faim. vas-y, parce qu'en fait, tu devais nous parler du tofu. Tu as dit que le tofu, il y avait des bons et des moins bons. Oui, effectivement, j'ai dit aussi que j'aimais pas trop le tofu, donc ce sera la vérité. Il est très bon. Merci, bravo le Moniati. Bravo le Moniati. Alors, déguster, J'ose. dis-nous un petit peu ce que tu en penses, Joseph. D'accord, je vais prendre cette fameuse soucoupe volante. C'est ça qui t'intrigue. C'est ça qui m'intrigue. Superbe. Ça enlève le côté doucereux. Je pense que tout l'accompagnement. Alors, je n'ai pas pris de tofu parce que je suis pas un grand fan de tofu non plus. Ouais, c'est clair qu'un tofu fumé comme celui-là, ça redemande, c'est sûr. C'est très différent du tofu comme je connais. Magnifique. Merci Tamara. Merci Tamara, hein, bravo. Moi, je vais goûter aussi. Alors, avec un petit bout de tofu. Les plantes sauvages. Parle-nous des plantes sauvages. Alors les plantes sauvages, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, à la fois parce qu'au niveau du goût, c'est très puissant, très fort, mais aussi pour le plaisir de les ramasser soi-même et de passer un peu de temps dehors, ce qui est toujours bien quand on est enfermé dans une cuisine. Et puis aussi parce que ça permet de vraiment apporter nutritivement plein de choses. Et on a aussi une histoire à raconter aux gens, c'est-à-dire qu'on peut dire d'où ça vient, où on l'a accueilli, dans quelles conditions, etc. Et je trouve que ça fait un vrai lien qui est important. Est-ce que tu vas accueillir un petit peu tout près, là? Il y a la rivière. Il y a des fois des choses étonnantes. En ville, on trouve dans les parcs ou comme ça. On trouve beaucoup de mourons des oiseaux, on trouve de la pimprenelle, on trouve de l'aquilée, on trouve plein de choses. Donc c'est vrai que ça permet d'agrémenter un peu tout de façon assez simple. Magnifique. Il nous reste un petit peu de temps. 1 minute. 1 minute. Alors, un dernier petit mot chacun. On a besoin que tout le monde s'occupe de son alimentation. Ne vous laissez pas faire, arrêtons de laisser aux autres décider ce qu'on va manger. C'est nous qui devrons décider ce que nous voulons manger, ce qui nous fait plaisir. Le plaisir du goût, c'est essentiel. Moi, je peux que confirmer ce que Joseph dit. Donc le plaisir du goût est essentiel et surtout la qualité des produits choisis. Et un petit mot aux jeunes pour les motiver à cuisiner. Qu'est-ce que tu leur dirais? De prendre le temps, que c'est pas du temps qui est perdu, c'est du temps qui est sympa, c'est convivial. Comme on disait, on ouvre une bouteille, on discute et puis ça permet de réunir tout le monde et de partager plein de choses. Super. Alors les jeunes, allez-y. Il y a plein de cours, il y a plein d'endroits. On peut aller regarder sur Internet, renseignez-vous. Il y a des balades organisées, des fois gratuites, hein. Personnellement, j'en fais aussi gratuitement pour les écoles ou comme ça. Les gens peuvent venir, il faut nous appeler. On vous réseaute, on vous présente des gens qui vont vous parler. Il y a aussi des gens qui connaissent déjà certaines choses autour de vous. N'hésitez pas à parler de cuisine, de plantes sauvages, de toutes ces choses, de produits, de belles choses. À bientôt. Faites-vous plaisir.